De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de finir de lire le livre de Fred Amir. Et je n'en ai pas beaucoup parlé parce que le livre s'intitule Récupération rapide des maux de cou et de dos. Et comme j'en parle souvent, je n'aime pas le mot rapide. Ça prendra le temps que ça prendra. Il ne faut pas être pressé. Et lui, il est extrêmement pressé. Donc, je ne voulais pas trop mettre d'emphase sur ce livre. Il y avait des choses, des aspects intéressants. L'aspect le plus intéressant, c'est qu'il discutait quelque chose qu'on discute rarement dans le reconditionnement de la douleur. Discuter en tant que tel, la communication. Il mettait beaucoup d'emphase sur la communication et je trouvais ça très intéressant parce qu'il disait que c'était une grosse source de tension et de stress et d'anxiété dans sa vie. Il a réalisé qu'il ne communiquait pas bien avec sa femme, avec ses parents, avec ses enfants. Et donc pour lui, une des parties cruciales du processus a été d'apprendre à mieux communiquer pour justement baisser la tension, baisser le stress dans sa vie. C'est un aspect souvent sous-estimé du reconditionnement de la douleur. Et lui, il parlait de certains livres, je ne les ai pas encore lus. Moi, le livre que j'aime sur la communication, c'est La communication non violente. Je crois qu'en français, ça s'appelle Au quotidien. La communication non violente au quotidien de Marshall Rosenberg. Et donc, nous allons parler de tout cela à la fin de la vidéo. Nous allons revenir sur la communication. Mais je ne voulais pas trop mettre d'emphase sur le livre de Fred Amir. Moi, personnellement, j'ai pris mon temps, j'ai pris l'approche graduelle. Mais là, à un moment donné, je stagnais dans mon processus. Et là, je vais l'admettre, je suis devenu tanné un peu et je me suis dit, ça suffit là. Hein, ça fait assez longtemps que je stagne, que je tourne en rond. Je prends l'approche drastique, je prends l'approche rapide. Donc, je ne suis pas contre l'approche rapide, mais lui, il préconise l'approche rapide dès le début. Allez hop, on y va. Et moi, je parle principalement de ma propre expérience. Au début, il faut y aller graduellement. Accumuler beaucoup de cas d'exception. Et là, quand on prouve à notre cerveau, de plus en plus, de façon de plus en plus convaincante, que c'est neuroplastique, notre douleur, et non structurelle, eh bien là, on peut prendre l'approche rapide. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est quoi l'approche rapide? C'est de plus en plus, non seulement être indifférent aux symptômes, mais de plus en plus essayer d'apprécier, d'aimer les symptômes. Ouf, les gens n'aiment pas ça. Beaucoup de résistance. Et ça fait partie du reconditionnement de la douleur. Tâter. Non, 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 non. La résistance. Il y a de la résistance, là. Essayez de devenir des experts à détecter où est votre résistance. C'est ça qui vous ralentit. La résistance. Donc, quand on parle aux gens d'aimer les symptômes, on sent beaucoup de résistance. Donc, travaillez cet aspect-là. Il y a de la résistance. On le voit dans leur visage. Aimer les symptômes. Moi, c'est ça qui a accéléré le processus. Aimer les symptômes et devenir totalement indifférent aux 8 et aux 9 sur 10. Donc, je ne suis pas contre l'approche rapide, mais je ne conseille pas aux gens de commencer par l'approche rapide. Graduel, on prend notre temps. À un moment donné, je me suis tanné de stagner. Et là, boum! Ça y est, j'aime les symptômes. Je me fous des 8, je me fous des 9. Faites ce que vous voulez de cette information. Donc, je n'ai pas trop parlé du livre de Fred Amir, mais là, je suis en train de lire un nouveau livre qui s'intitule Back in Control de David Anscombe. Et celui-là, je ne l'avais pas lu non plus durant mon reconditionnement de la douleur. Et c'est un classique dans le monde qu'on pourrait appeler le monde TMS, le monde du reconditionnement de la douleur. Je ne sais pas si vous voyez ma stratégie ici aussi. Moi, j'accumulais le plus d'informations possible. Je n'ai pas eu le temps de lire ce livre, mais si j'avais eu plus de temps, je l'aurais lu. Donc, je suis devenu comme une éponge. J'essayais d'absorber le plus de connaissances, d'informations possibles sur la douleur chronique, la douleur neuroplastique,
qu'est-ce que c'est, comment ça se forme, comment est-ce qu'on s'en sort. C'est une des stratégies que je conseille. Et donc, j'essaie de lire le plus de livres possible pour vous. J'essaie d'absorber de la nouvelle connaissance. Et là, j'ai commencé à lire son livre et c'est très intéressant. J'ai décidé d'en parler même si je ne l'avais pas fini, parce que c'est un classique. Et parce que lorsque je lis le livre au complet, des fois je me dis, il faut que je lis le livre au complet pour me faire une idée. Mais là, il y a tellement de choses à discuter que je me perds un peu. Et je trouve ça plus facile d'en parler au fur et à mesure. Donc, je viens de commencer ce livre, mais j'avais déjà écouté des conférences par David Hanscom et donc j'étais familier avec son travail. Lui, c'était un chirurgien du dos qui a développé ses propres symptômes. Et il n'aimait pas les taux de réussite des chirurgies du dos, il trouvait ça désastreux. Il a développé des symptômes de douleur chronique lui-même. Donc, il a développé une nouvelle technique qu'il appelait prehab au lieu de rehab. Il a éliminé lui-même ses symptômes chroniques. Et là, au lieu de donner de la chirurgie à tout le monde, il les faisait passer à travers un programme qu'on pourrait appeler le reconditionnement de la douleur avant d'avoir une chirurgie. Pendant des semaines, il devait faire un travail émotionnel, comprendre ce qu'est le conditionnement, etc. Et souvent, lorsque la date de chirurgie approchait, les gens disaient « Non, mais ça va mieux, là. Je ne pense pas que j'ai besoin de chirurgie. » Je ne veux pas aller dans plus de détails biographiques dans cette vidéo. Vous pouvez explorer David Hanscom si ça vous plaît. Je voulais aborder un aspect très intéressant de son livre, la douleur sociale, le lien entre la douleur sociale et la douleur physique. Et à la fin, nous allons parler de communication, justement. Si la douleur est psychosociale, qu'est-ce qui va nous aider à régler l'aspect social? La communication. Donc, que nous dit David Hanscom? La douleur a deux composantes. La composante somatosensorielle, qui localise la douleur dans le corps, et la composante affective, qui crée la réponse émotionnelle. Deux composantes. Quand on ressent de la douleur physique, les deux composantes sont activées. Nous sommes évidemment malheureux d'être en douleur. Je crois qu'on est tous familiers avec cette expérience. Quand on ressent de la douleur émotionnelle, comme être rejeté, parfois seulement la composante émotionnelle affective est activée, si la douleur émotionnelle est faible ou basse. Donc, il faisait des expériences, et là, je pourrais vous référer à ma vidéo « La douleur chronique est émotionnelle », si vous voulez plus de détails. Mais ils avaient de la difficulté à activer avec ces expériences la réaction de douleur somatosensorielle. C'est intéressant. Parce qu'ils n'exposaient pas les gens à un rejet assez grand. C'est ça qu'ils ont réalisé. Mais même à ça, ça les rendait plus sensibles après à une source de chaleur. Donc, être rejeté, ne serait-ce que faiblement, nous les rendait plus sensibles par la suite à la douleur physique, mais ne déclenchait pas dans le cerveau la perception de la douleur physique en même temps que l'expérience émotionnelle. Mais ils ont demandé à des gens d'imaginer un moment de rejet extrêmement douloureux, comme une rupture amoureuse dans une imagerie par résonance, IRM, imagerie par résonance magnétique, et la composante physique somatosensorielle s'est allumée en addition aux composantes affectives. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je n'ai pas exploré mon histoire avec autant de détails dans la chaîne, mais si vous regardez mes interviews avec Jim Prusak et Tanner Murtaugh, je l'explore. Moi, je n'ai eu qu'une seule, en québécois on avait ça blonde, copine, petite amie dans ma vie.
Et lorsque ça a été terminé, lorsque nous avons été en rupture, j'ai souffert énormément pendant des années. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre cette douleur et je n'ai plus jamais été dans une relation amoureuse. C'était une douleur énorme pour moi. Et lorsque j'ai entrepris une thérapie physique où j'allais mieux, pendant 2 ans, moi, je me suis amélioré avant de faire le reconditionnement de la douleur. Mais là, la thérapeute m'a totalement rejeté. Elle avait guéri sa fibromyalgie en 2 ans. Et là, le 2 ans approchait et j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec elle. Et elle m'a totalement rejeté. Elle m'a dit non, je ne veux plus que tu me vois. Moi, ça m'a pris 2 ans. Tu es supposé être indépendant. Tu es supposé être capable de guérir ta fibromyalgie par toi-même. Et là, j'ai sombré. Ma douleur n'a jamais été aussi intense. C'était le pire moment de toute ma vie. Je ne bougeais plus. J'avais mal constamment, même couché. J'étais devenu suicidaire. Donc c'est ça qu'ils ont demandé aux gens de s'imaginer. Le pouvoir de la visualisation, j'en parle constamment. Imaginer. Ils n'ont seulement qu'imaginer. Ils ont demandé à des gens d'imaginer un moment de rejet extrêmement douloureux dans une imagerie par résonance magnétique et la composante physique s'est allumée en addition aux composantes affectives. Continuons. Ce qui augmente la douleur sociale augmente la douleur physique, autant dans le cerveau que dans le système nerveux qui baigne dans les produits chimiques du stress. Donc, ce qui augmente la douleur sociale augmente la douleur physique. Ceci crée un cercle vicieux. Quand vous êtes en douleur, vous êtes moins gentil avec les gens autour de vous, donc ça crée plus de tension sociale, donc plus de douleur. Vous êtes pris dans un cercle vicieux. Ce qui diminue la douleur sociale diminue la douleur physique. Le support social aide à faire baisser la douleur. Ceci a été prouvé en demandant à des gens de regarder des photos d'un étranger ou de quelqu'un qu'ils aiment dans une IRM. La douleur fluctuait dépendamment de la photo. Donc, avoir un support social aide à diminuer la douleur. Mais plus on est en douleur, plus on a la difficulté à être dans des relations sociales. En construisant un système de support social, on devient plus heureux et moins en douleur. Malheureusement, les gens en douleur se plaignent souvent ou constamment ouch, de leurs symptômes, ce qui repousse les gens. En plus, et là ça c'est très important, ceux qui ont le plus de chances de vouloir les écouter sont les autres personnes en douleur, ce qui renforce les circuits négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les phénomènes du forum de la douleur chronique, du forum de la fibromyalgie. Vous commencez à être en douleur. Vous commencez à vous plaindre. Donc, les gens ne veulent pas entendre parler de vos douleurs. Donc, vous perdez une certaine part de support social, ce qui augmente votre douleur, ce qui vous pousse vers des gens qui eux aussi sont en douleur. Et là, vous renforcez la douleur comme ça dans un cercle de plus en plus négatif. Moi, ça a été très important, comme je le dis souvent, d'arrêter de parler des symptômes. Pour moi-même, on arrête de parler des symptômes parce que le cerveau nous écoute. Si je dis « je suis toujours en douleur », ça occupe de plus en plus de place dans mon esprit. Plus je parle de quelque chose, plus ça occupe de place dans mon esprit. Donc, j'ai arrêté de parler de la douleur pour cet aspect-là. Arrêter de parler de la douleur diminue la douleur parce qu'on y porte moins d'attention. Qu'est-ce qui nourrit la douleur chronique? L'attention et la peur. Mais en plus, je remarquais que, surprise, surprise,
moins je parlais de mes symptômes, plus les gens semblaient intéressés par ce que je disais. Surtout que je parlais maintenant de choses positives, c'est-à-dire je suis en train de me rétablir avec une technique qui s'appelle le reconditionnement de la douleur. Et là, je voyais la lumière s'allumer dans leurs yeux, au lieu du dédain. Ah non, me voyais arriver. Va-t-il parler de ses symptômes? Encore une fois. Et pour combien de temps? Donc ça, c'est très intéressant. Je vous inviterai à fuir de plus en plus les forums de fibromyalgie, de douleurs chroniques, peu importe votre condition. Pour renforcer les circuits négatifs, je vous inviterai de plus en plus à faire comme j'ai fait, c'est-à-dire acquérir le plus de connaissances possible sur la douleur chronique, sur la douleur neuroplastique, et de fréquenter des endroits de plus en plus positifs de gens qui ont réussi à éliminer la douleur chronique. Moi, je dirais même, je n'aime pas le mot éliminer, de plus en plus, j'aimerais utiliser le mot transcender la douleur chronique. Éliminer, ça veut dire se débarrasser de quelque chose d'inutile. Transcender, ça nous démontre que la douleur chronique nous a permis de nous élever, de devenir quelqu'un de meilleur. Donc, merci douleur chronique. En transcendant la douleur chronique, nous nous élevons. Maintenant, explorons un autre aspect que j'ai trouvé encore plus intéressant. Nous avons un grand besoin d'être acceptés. Ça crée une contradiction puisque nous avons aussi besoin d'éviter l'anxiété. Pour éviter l'anxiété, nous essayons d'augmenter notre sens d'être en contrôle. Être en contrôle diminue l'anxiété. Et rien ne nous donne ce sentiment autant que d'avoir du pouvoir. Avoir du pouvoir nous donne un plus grand sens de contrôle. Et donc, du contrôle sur les autres. Aha. Beaucoup d'enfants ont de l'anxiété lorsqu'ils quittent la maison pour aller à l'école. Ils veulent être acceptés, mais il y a un plus grand besoin encore de baisser l'anxiété et la peur. Le besoin de se débarrasser de la peur et de gagner du contrôle se manifeste dans la formation de groupes et de cliques, de gangs, qui soit excluent les autres ou vont même jusqu'au harcèlement et à la violence. Je crois que nous sommes tous familiers avec ces phénomènes. Des recherches nous démontrent qu'il y a des différences physiologiques entre ceux qui ont été harcelés et ceux qui ont harcelé. Quelles sont ces différences? Ils ont regardé les niveaux d'une substance qui se nomme protéine C réactive, qui s'élève en présence d'inflammation. Des niveaux chroniquement élevés indiquent un système immunitaire suractif et stressé. L'étude révèle que ceux qui ont été harcelés avaient des niveaux anormalement élevés. Ça, c'est intuitif, on aurait pu s'en douter. Mais voici ce qui est le plus intéressant et surprenant. Mais en plus, l'étude révèle que ceux qui ont harcelé, les harceleurs, démontraient des niveaux plus bas que la moyenne. Il y a une récompense physiologique à posséder du pouvoir. Wow! Une des questions métaphysiques que les gens posent toujours à Dieu, supposément, c'est pourquoi y a-t-il des nazis? Pourquoi les nazis existent-ils? Je crois ici que nous avons notre réponse. Parce qu'il y a des récompenses physiologiques à harceler les gens, à avoir du pouvoir. Nous sommes tous des enfants effrayés, anxieux. Nous voulons contrôler l'anxiété. Nous contrôlons notre anxiété en essayant de contrôler les autres. C'est une stratégie très limitée qui ne peut fonctionner évidemment qu'à court terme et au détriment des autres. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il y a d'autres stratégies. Je l'espère. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On revient au début. Le meilleur livre que j'ai lu sur la communication, c'est La communication non violente au quotidien de Marshall Rosenberg. Je vous conseille ce livre.
Je ne veux pas trop en parler parce que c'est un livre traduit en français et parce qu'il y a d'autres matériels français, dont des vidéos YouTube que vous pouvez aller consulter. Communication non violente. 20 minutes. On est à peu près autour du temps que j'essaie de conserver pour les vidéos. En conclusion, lisez le plus de livres possible, même ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, comme le livre de Fred Amir. Il y avait des bons éléments. Hein, on prend ce qu'on a besoin, on rejette ce qu'on n'a pas besoin. Mais dans mon expérience, il y a des choses que j'ai rejetées au début, et là j'ai réalisé que j'en avais besoin plus tard dans le processus. Ah tiens, cette chose-là que j'ai rejetée, peut-être la ramener. Peut-être que ça m'aiderait à ce moment-ci. Donc il y a des saisons au reconditionnement de la douleur. Moi je dis toujours graduel, lent au début, on prend ça mollo. Mais là, à un moment donné, si vous êtes tanné, si vous voulez accélérer, on aime les symptômes. On se fout des 8 et des 9. L'approche rapide n'est pas à rejeter complètement. Mais dans mon expérience, ce n'est pas idéal pour le début. C'est lorsqu'on a augmenté notre confiance, qu'on a accumulé beaucoup de cas d'exception, qu'on peut créer l'accélération. Donc, on lit le plus de livres possible, on prend ce dont on a besoin, on rejette ce dont on n'a pas besoin. De plus en plus, on essaie de donner des experts dans la douleur chronique neuroplastique. On applique les principes. Et là, on réalise justement que dans le modèle bio-psychosocial, la fibromyalgie, la douleur neuroplastique, évidemment, n'a pas d'aspect biologique. Oui, le corps est baigné dans les produits chimiques du stress. Évidemment, il y a un aspect physiologique à ce sens-là, mais on peut régler le problème seulement avec le cerveau. C'est mon expérience personnelle. Je ne me suis pas occupé du corps du tout pendant des mois. Je n'ai vu aucun ostéo, aucun physio, aucun masso. Juste le cerveau. Donc c'était ça le message de la vidéo. Lorsqu'on fait le reconditionnement de la douleur, il faut réaliser de plus en plus que la douleur neuroplastique est psychosociale. Psychosociale. Il y a un lien très étroit entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Plus on parle de notre douleur, plus on va être ostracisé, plus on va être ostracisé, plus on va être en douleur. Plus on arrête de parler de notre douleur, moins on va y penser, moins on va être en douleur, mais en plus les gens vont commencer à nous apprécier de plus en plus. On peut parler de notre établissement au lieu de parler de notre douleur. Et plus notre douleur va diminuer parce qu'on va avoir un plus grand support social qui est crucial. L'isolation est l'ennemi du rétablissement, de la transcendance à la douleur chronique. Et si vous voulez avoir des meilleurs rapports avec les gens autour de vous, travaillez sur la communication. Et le livre « La communication non violente » de Marshall Rosenberg est un livre traduit en français et vraiment excellent. Je le recommande chaudement. Ça va vous aider dans ce qu'on pourrait appeler justement l'aspect social dans la douleur psychosociale. J'espère aussi que la vidéo peut vous aider, tout comme moi, à un peu comprendre mieux ce qui se passe avec les harceleurs et les nazis. Peut-être même que ça peut nous aider à avoir de la compassion envers eux. Ce ne sont que des enfants effrayés qui veulent alléger, voire éliminer leur anxiété. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé la bonne stratégie. Mais c'est ça qu'ils essayaient de faire. Plus on va explorer la communication non violente, plus les rapports sociaux vont s'améliorer et plus la douleur chronique qui
me semble grandissante, même on pourrait dire les maladies chroniques, vont pouvoir être graduellement peut-être éliminées, mais je préférais le mot transcender.